Les titres de ce 19h30, les réactions se multiplient après l'invitation d'Emmanuel Macron adressée au président des pays du G5 Sahel, après la réaction de l'UNUPS hier, aujourd'hui celle de l'OPABF et du CEFOP ce 9 décembre. Le premier crie son indignation quand le second se livre à un exercice de prédiction du contenu des entretiens de Pau le 16 décembre prochain. Vous entendrez tout à l'heure les uns et les autres. Et puis, à la veille de la célébration de la fête nationale, nous vous faisons découvrir la ville de Tinkodogo, surtout sous son angle social et historique, mais aussi sur le plan infrastructurel. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Irrespect, mépris, arrogance, les mots sont forts, oui, et pourtant ce sont exactement les termes employés par l'OPABF pour caractériser l'invitation adressée par Emmanuel Macron aux chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. En conférence de presse ce matin, l'Organisation des peuples africains, section Burkina, a même préconisé que les dirigeants africains refusent de se rendre à Pau le 16 décembre prochain. Le compte rendu de Céline Thiam-Touré et de Roméo Koeta. L'indignation est totale à l'OPABF. L'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, indignée face à la sortie du président français Emmanuel Macron, qui veut une clarification de la position des chefs d'État du G5 Sahel sur la présence militaire française dans la bande sahélo-saharienne. Discours discourtois, convocation arrogante et méprisante, dénonce Maître Ambroise Farama et ses camarades. Sur la forme, nous avions estimé que c'est une convocation qui exprime manifestement un manque de respect à l'égard de nos chefs d'État africains. C'est du mépris, le comportement du président Macron vis-à-vis de nos chefs d'État africains. Et le président Macron demande aux chefs d'État africains, autrement, en d'autres termes, pourquoi vous permettez qu'il y ait un sentiment anti-français dans vos pays? Alors venez m'expliquer pourquoi il y a ce sentiment anti-français et pour qu'on puisse s'accorder sur notre comportement, sur notre intervention à l'avenir. Deuxièmement, le président français dit: écoutez, venez clarifier votre position. Est-ce que vous souhaitez encore que nous intervenions toujours dans vos pays ou vous ne le souhaitez pas? Pour l'OPABF, l'ambassadeur de France au Burkina Faso devrait être convoqué et entendu par le gouvernement burkinabé. Les chefs d'État du G5 Sahel devraient boycotter le rendez-vous du 16 décembre prochain à Pau en France. Nous avions dit que, ne serait-ce que sur la forme, à partir du moment où il n'a eu aucun égard pour ces chefs d'État africains qui sont ses pairs, eux également ne devraient réserver aucun égard à sa convocation en refusant purement et simplement d'y donner une suite, en refusant purement et simplement d'y aller. L'OPABF appelle à la fusion des forces armées nationales en une force militaire panafricaine. Le rendez-vous de Pau dans le sud-ouest français, plus que jamais, au centre de tous les discours des organisations de la société civile, mais aussi des partis politiques. Je vous propose de suivre à présent cette réaction, cette fois-ci du CEFOP sur le sujet, l'opposition politique qui prédit ni plus ni moins la forme et le fond des échanges du 16 décembre prochain. Prédiction quelque peu ironique. Archimède Boy. 4 leaders de l'opposition politique décorés dans le cadre de la fête de l'indépendance. Le chef de file de l'opposition politique CEFOP s'en félicite, mais tient à faire des précisions pour éviter tout amalgame. L'opposition politique tient à signaler qu'elle n'a nullement sollicité ces décorations. Ensuite, elle tient à rassurer les uns et les autres que cette distinction n'entamera en rien sa fermeté. Bien au contraire, elle est toujours dans sa démarche consistant à critiquer quand ça ne va pas, comme c'est le cas aujourd'hui, à soutenir des actions visant le bien de la nation et à proposer des idées constructives. Les chefs d'État du G5 Sahel sont convoqués le 16 décembre prochain à Pau, dans le sud de la France. Ces derniers sont appelés à clarifier leur position sur la présence des forces militaires françaises au Sahel. L'opposition politique burkinabé prévoit déjà ce qui va se passer à cette rencontre. L'opposition sait d'avance que là-bas à Pau, nos dirigeants vont faire profil bas et s'excuser des critiques qui visent la France. Il y a de fortes chances que face à l'exaspération des autorités françaises, nos 5 chefs d'État réaffirment peut-être même par écrit leur souhait que la France reste et prennent l'engagement, comme on le voit déjà au Mali, d'appeler leur population au calme. Pour le CEFOP, les masques vont donc tomber à ce rendez-vous de Pau. L'heure de vérité a sonné et les masques vont tomber le 16 décembre à Pau.
En politique comme dans la vie, en effet, on récolte toujours la honte si on part nuitamment signer des accords avec la France et revenir jouer à l'anti-impérialisme le jour. Cette convocation de la France, qualifiée d'humiliante par l'opposition, est la conséquence de l'échec du MPP face au terrorisme, poursuit le CEFOP. Nos dirigeants n'ont pu imaginer et encore moins mis en œuvre une stratégie intelligente pour contrer l'ennemi. Malgré les budgets faramineux votés, malgré les nombreux changements des ministres de la Défense et de la Sécurité, notre situation sécuritaire a empiré depuis 4 ans. Nous présidons un G5 Sahel dont on se pose des questions sur l'utilité et dont on cherche en vain le moindre résultat sur le terrain. Le CEFOP a salué par ailleurs la célébration tournante de la fête de l'indépendance tout en proposant la création de petites et moyennes entreprises dans les régions abritant ces célébrations en lieu et place de cités inhabitées et inexploitées selon l'opposition. Environ 170 000 personnes. Voici le nombre de déplacés internes dans la province du San-Matenga. Ces hommes, femmes et enfants qui ont tout quitté fuyant les attaques terroristes ont trouvé refuge parfois dans des abris de fortune. Eh bien, en plus de leur prise en charge par l'État, d'autres formes de solidarité se développent ce week-end. La communauté musulmane de l'arrondissement 11 de Ouagadougou et l'association Burkindi leur ont apporté un peu de réconfort par des dons. Majid Bakoua. Des vivres, des vêtements, des nattes pour soulager la détresse et la souffrance des personnes déplacées du San-Matenga. Le geste est de la communauté musulmane de l'arrondissement numéro 11 de la commune de Ouagadougou et de l'association Burkindi. Un instant de compassion avec ces personnes touchées par la crise sécuritaire. C'est un geste de solidarité et de compassion pour la situation qu'ils traversent. Et nous avons toujours eu des pensées pieuses, des pensées de compassion à leur endroit. Et cela se traduit aujourd'hui par le don de vivres, de vêtements, d'objets utilitaires pour leur permettre de tenir leur séjour à Kaya un temps soit peu. Notre prière, c'est que ces populations, ces vaillantes populations, puissent regagner leur domicile dans les jours à venir. Le don est reçu, mais la main reste toujours tendue. La province du San-Matenga abrite actuellement plus de 17 000 déplacés internes qu'il faut nourrir, soigner et loger. Ce sont des déplacés qui sont venus vraiment de façon inattendue. Voilà, et évidemment, vivent vraiment dans la détresse et dans le besoin absolu. Vraiment, il y a d'autres besoins, tout ce que nous voulons comme besoin. Bon, voilà les vivres, et des vêtements. On a reçu aussi des bouillards, du riz, d'huile. Mais on a beaucoup de besoins. Car notre besoin le plus fort aujourd'hui, on peut trouver 10 personnes dans une seule 10 tonnes. Ça, c'est vraiment un problème qu'on peut soulever. Ainsi de suite, les élèves qui étaient dans les écoles aussi, voilà, vraiment actuellement, on ne se trouve pas les places d'abord, parce que toutes les écoles sont bourrées avec les déplacés. D'un coût estimé à plus de 30 millions de francs CFA, cette action de l'arrondissement numéro 11 de Ouagadougou vient améliorer les conditions de vie de ces personnes déplacées du fait de l'insécurité. Direction maintenant Thiémé, dans la province de la Kossi, où le projet Promériane fait visiblement des heureux parmi les populations défavorisées. C'est ce que semblent démontrer les témoignages des bénéficiaires d'un programme destiné à renforcer la résilience des personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Surtout Justin Dabiré. Le petit Madou âgé d'environ 2 ans se porte aujourd'hui bien selon sa mère. À sa naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, il souffrait de malnutrition et tombait régulièrement malade. Grâce à la farine Misola dont il bénéficie dans le cadre de la mise en œuvre des actions du projet multisectoriel intégré de résilience des ménages pauvres et très pauvres face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le garçonnet a recouvré la santé à la satisfaction de sa mère. Avec les maladies, on était obligé de les amener à l'hôpital. Et ça, c'était des dépenses.
Mais maintenant, on a la farine, on arrive à bien nourrir les enfants ne pleurent plus. En même temps, nous, les parents aussi, on est soulagés. Comme Dame Messita et son fils, de nombreux ménages pauvres et très pauvres du village de Tiémé bénéficient des activités du Promirian. Ce projet vise à renforcer durablement la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers un meilleur traitement de ces causes multidimensionnelles. 2 années de mise en œuvre après, l'impact est réel dans les ménages vulnérables que le chef du projet et sa délégation ont visité. Ils ont donné l'argent 4 mois avant, c'était 1 mois 20 000 francs. Après aussi, ils nous ont donné 15 000 francs 4 mois aussi. Bon, j'ai fait des dépenses de mes enfants. Bon, à faire des écoles là, et les familles. Avant, tout le monde rejoignait les puits pour pouvoir faire abreuver les animaux. Donc les hommes, les animaux se trouvaient tous devant les puits, avec des enfants. Parfois, c'est très dangereux. Et les enfants aussi, il faut qu'ils abreuvent les animaux avant d'aller à l'école. Mais avec le bouli, le temps est devenu plus propice pour les enfants. Parce qu'arrivé à quelques minutes déjà, les animaux se sont bien abreuvés. Et puis l'enfant a le temps pour aller rejoindre l'école à l'heure. Plusieurs activités ont été réalisées dans le cadre du projet. Des activités en lien avec les questions de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience. À la fin de la visite, les résultats à mi-parcours de la mise en œuvre du projet sont jugés satisfaisants. Pour moi, c'est vraiment des motifs de satisfaction au regard de tous ces résultats qu'on a sur le terrain. On a fait beaucoup de formations. Tout ça, c'est pour renforcer les capacités des acteurs, de sorte à ce que, après la fin du projet, qu'ils puissent se prendre en charge. C'est de s'approprier toutes ces activités-là, toutes ces actions-là, et tirer le meilleur profit pour continuer donc à améliorer leurs conditions de vie. Près de 2 milliards de francs CFA ont été injectés dans la mise en œuvre des activités du Promirian. Débuté en mai 2017, Promirian intervient dans les volets nutrition, santé et la gouvernance locale. La réalisation de toutes ces activités dans le village de Tiémé a été possible grâce à plusieurs partenaires, dont le chef d'orchestre Promirian. À présent, cette statistique, le Burkina Faso importe 1% de sa production en poisson. La faute, entre autres, à un manque d'alevin pour les aquaculteurs nationaux. Eh bien, pour essayer de remédier à une partie de ce problème, la Fondation Ravi a mis en place une closerie de silure. La structure qui devrait produire plus de 100 000 alevins clarias par mois a été inaugurée hier par le ministre en charge des ressources animales, Abdoulaziz Assare. Tout est parti du constat que les aquaculteurs du Burkina étaient confrontés à une indisponibilité d'alevin, poussant certains jeunes pisciculteurs à changer de métier. Une situation difficile pour la Fondation Ravi qui décide de remédier à ce problème. Ainsi, dès le début de l'année 2019, elle met en place une écloserie de silure. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Mais je suis très émerveillé de voir que des acteurs, en tout cas, se penchent aux côtés du gouvernement et accompagnent le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs qui sont essentiellement d'augmenter la production halieutique. Et ici, ce que je vois là, vraiment, je suis très enthousiasmé parce que c'est un bon travail qui est fait ici, qui est réalisé. Et nous voyons ce domaine-là comme un point d'avenir, un point de départ, vraiment, véritablement, pour notre production halieutique. D'une capacité de production de 100 000 alevins clarias par mois, cette écloserie devra permettre de réduire le taux d'importation en poisson. Et jusque-là, nous importons pratiquement le 5e de notre production en matière de poissons. Et si effectivement des initiatives de ce genre sont développées dans le pays, nous sommes persuadés que dans les 10 ans qui viennent, nous pourrons inverser la situation plutôt que d'importer, peut-être pourquoi pas exporter du poisson d'eau douce. Donc c'est pour ça que moi j'accorde beaucoup d'importance, en même temps que mon ministère, mon département ministériel, qui effectivement aura un regard assez sérieux sur ce qui se passe et essayer de voir comment nous pouvons encore accompagner plus en tout cas cette activité et encourager les acteurs à ne pas baisser les bras et à poursuivre. La Fondation Ravi, c'est aussi la promotion de l'auto-employabilité. En plus de la production du poisson, cette fondation forme également des jeunes dans divers corps de métiers, tels que l'apiculture, la couture et la pisciculture. Voilà, donc depuis que nous avons commencé,
C'est déjà le pilote. La mise en échelle, c'est cette année. Mais nous sommes à une cinquantaine déjà, 12 qui ont déjà recruté beaucoup et une cinquantaine qui se sont mis en place. Mais là, c'est le pilote. Maintenant, dans la mise en échelle, nous visons sur 5 ans sur l'ensemble du pays 5000 très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, voilà, dans près de 50 métiers. C'est en 2015 qu'a été créée la Fondation Ravi par un Burkinabé qui croit en l'avenir de son pays et qui a consacré ses efforts à promouvoir l'entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes. Et nous poursuivons ce journal avec cette question. L'exécution des projets et programmes nationaux a-t-elle connu une évolution du point de vue qualitatif? Eh bien, la réponse serait oui, à en croire les conclusions des 9e assises sur la mise en œuvre des projets et programmes tenus ce week-end. Les détails avec Abdelaziz Assari. Les notes sont jugées acceptables à ces 9e assises de l'Assemblée générale des projets et programmes. Le rapport fourni par le secrétariat technique du Comité national indique une légère amélioration dans la mise en œuvre des projets et programmes au titre de l'année 2017-2018, avec une note de 37,48 sur 50 contre la note de 35,05 entre 2015 et 2016. Il y a eu beaucoup de réformes, d'améliorations au niveau aussi du suivi, et les instances que nous avons mises en place avec les structures. Et donc tout cela avec le renforcement des capacités a permis petit à petit d'avancer. Donc nous devons poursuivre ces actions parce que ces projets et programmes visent naturellement à permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs à nos populations et surtout c'est ces projets qui vont directement aux populations. Donc nous devons toujours œuvrer à améliorer ces performances et faire en sorte que l'objectif poursuivi par ces partenaires qui nous accompagnent, que ça se ressente sur le terrain au bénéfice de nos populations laborieuses. Bilan satisfaisant certes, mais l'exécution des projets et programmes de développement rencontre encore d'énormes difficultés dans certaines zones, devenues inaccessibles à cause de la dégradation de la situation sécuritaire. C'est pourquoi le gouvernement veut impliquer les acteurs locaux afin de réussir la mise en œuvre de ces projets et programmes dans les zones à défi sécuritaire. Une volonté saluée par les partenaires techniques et financiers. Et là, il y avait un avancement important et nous sommes contents avec les efforts du gouvernement. Pour nous, il reste quand même un aspect très important et où il faut encore investir plus, c'est la décentralisation, de mettre l'accent beaucoup plus sur le rôle de l'administration territoriale, sur le rôle des communes, sur les acteurs vraiment qui sont les plus proches de la population aussi dans les zones difficiles. Et là aussi, nous voyons la volonté et la détermination du gouvernement d'aller dans cette direction. Le gouvernement burkinabé s'engage à renforcer la présence de l'État dans les zones difficiles tout en renforçant les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et on reste dans le domaine des projets et programmes et on parle d'un secteur spécifique, celui de la planification des infrastructures de transport, de communication et d'habitat. Ici aussi, on parle de satisfaction, même s'il y a des améliorations à apporter. Ce sont les résultats qui ont sanctionné l'Assemblée générale sectorielle de ce secteur. Abdelaziz Assari. Au total, 29 projets et programmes du secteur de planification des infrastructures de transport, de communication et de l'habitat sont soit en instant de démarrage, soit en cours d'exécution ou déjà clôturés entre 2017 et 2018. Après leur évaluation, il ressort que sur ces 29 projets et programmes, 6 présentent des risques de ne pas atteindre leur objectif. 7 par contre sont sur la bonne voie. Ces résultats, bien que très encourageants, n'occupent cependant pas le fait que subsistent dans la mise en œuvre de nos projets et programmes des difficultés qui, si elles ne sont pas levées, pourraient à terme entraîner des résultats décevants. C'est pourquoi il est attendu de nous que nous puissions diagnostiquer ces difficultés et leurs causes afin d'y apporter les correctifs idoines. Les projets et programmes ont pour finalité d'apporter des réponses aux objectifs de développement définis. Même si les acquis engrangés dans leur mise en œuvre au titre de l'année 2017-2018 sont jugés satisfaisants, des défis majeurs restent encore à relever. Le défi qui reste à lever, c'est ce que nous sommes en train de mener comme exercice. Nous allons échanger ensemble, nous allons dans chaque secteur ministériel, nous allons effectivement échanger et puis déceler
déceler et faire des propositions concrètes pour qu'effectivement, à l'avenir, on puisse amoindrir, pour ne pas dire éradiquer, les goulets d'étranglement pour qu'effectivement, on puisse avoir une bonne performance. Cette assemblée sectorielle sur l'évaluation des projets et programmes est la toute première du secteur de planification des infrastructures de transport, de communication et de l'habitat. Elle vise à améliorer la gouvernance et l'efficacité dans l'exécution des projets et programmes au Burkina Faso. Entre la Chambre de commerce et d'industrie et les opérateurs économiques de la région du Nord, on semble privilégier le dialogue. Au cours d'échanges, les deux parties se sont entendus sur la nécessité de doter la région d'infrastructures économiques adéquates. Encore, Abdulaziz Sarré. En compagnie de ses collaborateurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina note les différentes préoccupations soulevées ici par les opérateurs économiques du Nord. Parmi celles-ci figure le manque de financement pour booster les activités des petits commerçants de la région. Une difficulté face à laquelle la CCBF n'est pas restée insensible. Nous avons mis un fonds qu'on appelle le prêt d'honneur, qui va servir à aider les petites et moyennes entreprises pour le développement de leurs activités. Et ce prêt d'honneur, on a donné 200 millions sur 10 régions, y compris la région du Nord. Et nous-mêmes, en tant que président de la fondation Ali Gourouga, nous avons à son honneur porté 80 millions, qui va porter donc du moins le montant à 100 millions. Une autre difficulté soulevée par les opérateurs économiques du Nord est le manque d'une chambre froide dans leur région. Pourtant, elle produit en elle seule plus de 3000 tonnes de fruits et légumes par an. Là aussi, Mamadi Savadogo rassure. Je crois que ça aussi, c'est une difficulté qui devait être derrière nous désormais. Parce que le budget 2020 a consenti donc la réalisation d'une chambre froide dans la région du Nord, qui va permettre donc aux producteurs de conserver leurs produits et les exporter en temps voulu. Donc c'est une préoccupation qui est en principe réglée. Cette rencontre d'échange avec les opérateurs économiques du Nord a été également l'occasion pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina de faire parler son cœur en offrant 5 millions de francs CFA au gouvernorat de la région pour soutenir les déplacés internes. Le message que j'ai à lancer à la population, c'est de prendre bien soin de se déplacer, parce que la population reçoit aussi ces déplacés-là, les héberge, les nourrissent. Et il y a aussi ceux qui ont les moyens, soit des opérateurs ou des travailleurs tous genres, qui puissent contribuer. Donc nous lançons un appel à ce que, en tout cas, un accueil chaleureux soit réservé à ces déplacés-là, car personne n'aimerait être déplacé. C'est par contrainte que ça arrive. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina mène déjà des actions dans les régions, notamment l'alphabétisation des opérateurs économiques afin de renforcer les capacités dans la gestion de leur entreprise. Et pour finir, je vous amène à Tinkodogo où se déroulent les festivités du 11 décembre avec en toile de fond cette interrogation. Mais que peut-on retenir de Tinkodogo? La ville est à l'origine de la naissance du royaume aussi. On parle aussi du vivre ensemble entre les communautés étrangères et les communautés locales, sans oublier les opportunités, les capacités commerciales et infrastructurelles. C'est ce que nous montre et nous raconte Abdulaziz Sarré, Abdul Razak Traoré, notre envoyé spécial à Tinkodogo. Tinkodogo, ou la vieille terre amourée, commune urbaine, capitale de la région du centre-est, s'étend sur une superficie de 1147 km². Dans la circonscription administrative, ce sont 130 000 amas qui se côtoient au quotidien sans heurts. Musulmans, chrétiens et animistes se frottent. C'est le socle de vivre ensemble dans la cité de Zungrantenga. Des communautés étrangères qui vivent à Tinkodogo en communauté. Nous avons les Togolais, les Nigérians, les Ghanéens, les Nigériens, les Maliens, les Sénégalais. Toutes ces communautés vivent en symbiose avec la population de Tinkodogo. Et je pense que aussi c'est un atout fort. C'est une ville de partage. C'est une ville qui a peut-être quand même partagé un peu sa culture.
partager un peu ce qu'il a pour que tous ceux qui viennent à Timbuktu puissent se sentir à l'aise et pouvoir s'exprimer. Sans compter même les populations d'autres régions qui sont installées. Nous avons la communauté Gurunsi qui est très forte ici. Voilà, qui sont nos esclaves, ils sont venus pour nous aider. Nous avions les Bobos qui sont là, nous avions, bon, bien sûr, nos voisins de Kouritenga qui sont là, les Gourmati qui sont là, en fait, toutes les ethnies du Burkina se retrouvent à Timbuktu. Sondima est d'ailleurs l'un des plus influents chefs coutumiers de Burkina Faso. La légende la plus répandue soutient que le puissant royaume aussi est originaire de cette localité, une ville mythique donc pour la majorité des Burkinabés, de quoi justifier ces rondes des hommes politiques chez Naba Guiguempolé. La dernière en date, le chef de l'État présent à Tinkodogo pour la célébration du 59e anniversaire de l'accession de Burkina Faso à l'indépendance. À l'occasion justement des festivités, le roi de Tinkodogo invoque les manas pour la bonne tenue des festivités. Tinkodogo abrite cette année 2 grandes célébrations. Le 11 décembre associé au centenaire de la création de la Haute Volta. De ce fait, nous accueillons des invités d'horizons divers. Nous leur souhaitons les bienvenus et implorons Dieu et nos ancêtres afin que l'écoute, l'entente et le pardon soient les maîtres mots face à l'instabilité qui menace notre pays. Que Dieu nous en éloigne et que la cohésion sociale s'établisse. Si l'influence de Naba Guiguempolé est considérée comme un avantage pour le vivre ensemble, il n'en demeure pas moins que plusieurs autres facteurs font de Tinkodogo une commune particulièrement attractive et séduisante. Sa diaspora, par exemple, est très remarquable et c'est le bourgmestre de la ville qui s'en enorgueillit. J'ai l'habitude de dire souvent que Tinkodogo, ou de notre province, nous faisons de l'immigration utile. Tous les fils de la région ou bien de la commune qui sont partis à l'immigration ont toujours l'amour de retour. Ils font tout pour rapatrier un certain nombre de ressources pour permettre quand même de construire la commune. Donc il y a une influence autant de la diaspora, autant sur le plan aussi culturel, qui font que beaucoup de gens aiment venir à Tinkodogo. Des efforts des fils et filles de la région qui ont donné ce visage rayonnant à la ville. Des infrastructures hôtelières dignes réalisées rarement en province. Tinkodogo, c'est aussi une ville très commerciale avec un grand trafic routier, puisque la zone est frontalière à 2 pays qui comptent énormément dans les échanges commerciaux au Burkina Faso. Par jour, ce sont des centaines de camions chargés de marchandises qui se rendent au Ghana et au Togo, et vice-versa. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Visiblement, ce soir, les dieux de la technique ne nous ont pas fait faux bons. C'est l'occasion pour nous de vous dire merci pour votre patience, pour votre sens de la compréhension et surtout pour votre fidélité renouvelée. Rendez-vous donc demain à 19h30. Mais restez sur BF1 dans quelques secondes, le discours du chef de l'État.